ultramarins. Un magazine présenté par Thierry Belmont et Serge Massot. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e numéro d'Ultramarin. On connaît tous désormais le Virapic du docteur Henri Joseph, ce produit naturel à base d'herbe à pic des Antilles. À l'en croire, la plante serait efficace contre la grippe, la dengue, l'hépatite C, la rougeole et la Covid-19. L'extrait du Virapic empêcherait les virus de se dupliquer dans l'organisme et le pharmacien balaie tout soupçon de conflit d'intérêts. L'extrait d'herbe à pic, ça fait 32 ans que je travaille sur cette plante. Moi, c'est pas le fruit qui m'intéresse, c'est la santé de mes populations. Parce que mon ambition, c'est de guérir. Parce qu'en fait, ce qui souffre aujourd'hui, c'est l'espèce humaine. L'espèce humaine est menacée, alors que c'est pas la préoccupation de beaucoup. Une actualité qui remet sur la table les usages insoupçonnés de la biodiversité ultramarine et qui nous rappelle que l'outre-mer est depuis longtemps déjà présenté comme une possible vitrine du développement durable. Il y a 8 ans déjà, Victorin Lurel, alors ministre des Outre-mer, voulait, je cite, faire des productions agricoles des Outre-mer des vitrines des savoir-faire de nos territoires. Et 5 ans plus tôt, en février 2008, c'est Christian Estrosi, alors secrétaire d'État à l'outre-mer, qui voulait faire des Outre-mer la vitrine du savoir-faire français en matière de développement durable. Bref, rien de neuf dans les discours, mais où en est-on aujourd'hui ? Quelles applications concrètes les ressources naturelles des Outre-mer peuvent-elles nous apporter en matière de santé, d'alimentation plus saine ou encore d'agriculture ? Alors pour en parler, nous recevons 2 invités qui ont l'ambition d'orienter les Outre-mer vers un nouveau modèle de développement plus responsable. Mariana Royer, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes avec nous depuis la Guyane, je crois. Vous êtes docteur en chimie des substances naturelles. Vous avez créé le laboratoire Biostratège Guyane et vous voulez vous engager pour un développement vert de la Guyane grâce aux ressources de la forêt comme alternative au pétrole et aux mines d'or. La direction La Réunion où nous attend Jérôme Vuillemin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Calitropic, le seul pôle de compétitivité en Outre-mer. Vous souhaitez faire de La Réunion la vitrine du savoir-faire de la France à l'international en matière de bioéconomie tropicale. Alors commençons cette émission par le Virapic. On a constaté 2 sortes de réactions. Engouement et fierté aux Antilles. Vu de Paris, c'était plutôt de la prudence, voire du scepticisme. Alors Mariana Royer, quelle a été votre réaction ? Est-ce que vous y avez vu la confirmation que l'avenir se trouve dans les plantes ? Ah oui, tout à fait. Nous, on n'est pas du tout sceptiques. on est des chimistes des plantes. On connaît les molécules des plantes, leur efficacité, qui a été démontrée par la science. D'ailleurs, la plupart des médicaments sont basés sur des molécules naturelles. Sont inspirés de molécules naturelles ou sont émises, synthétisées à partir de molécules naturelles. Donc, de toute façon, les plantes ont toujours démontré leur efficacité biologique. Aujourd'hui, effectivement, c'est toujours très bien de pouvoir démontrer des modèles qui fonctionnent et qui permettent de remettre une couche, à dire il y a quelque chose à faire et à retourner le regard vers notre biodiversité et les bioressources qui nous entourent. Et Jérôme Vuillemin, est-ce que vous comprenez, vous, que cette découverte du docteur Henri Joseph ait été d'une certaine manière sous-estimée, voire méprisée ? Oui, je comprends très bien parce qu'on a un peu l'habitude de ce type de réaction. Il faut savoir qu'il existe plus de 25 plantes réunionnaises endémiques de la Réunion qui sont inscrites à la pharmacopée française, donc potentiellement utilisables pour leurs effets d'un point de vue pharmaceutique. Et malheureusement, il y a très peu de produits qui sont sortis dans les pharmacies, donc on a beaucoup d'études et il faut démontrer tout ça en laboratoire et sur des essais in vivo. Et clairement, il manque encore la confirmation scientifique au Virapic notamment. Alors sur l'aspect scientifique, je pense que de toute façon, il n'y aura pas eu de déclaration si des essais assez concluants n'avaient pas été effectués. Et puis de toute façon, le professeur Henri Joseph travaille en collaboration avec des experts, des pairs du domaine qui sont des universitaires ou des centres de recherche spécialisés. Donc pour l'instant, il y a un brevet sur la table, donc forcément on n'a pas un regard complet sur les démonstrations, mais l'explication scientifique elle est totalement plausible, logique, référencée. Ce sont des mécanismes biologiques qui sont aussi connus.
Donc pour nous, il n'y a pas vraiment de doute à ce qu'il y ait une vraie démonstration scientifique derrière. Oui, je vous pose la même question qu'à Jérôme Vulmin, Mariana Royer. Il y a eu des mots dans la presse qui ont fâché les Guadeloupéens, vraiment, comme celui dans le Figaro du 19 février qui écrivait à propos de l'herbe à pic, je cite ce journal disait « vanté par un docteur guadeloupéen pour ses prétendues vertus contre la Covid ». Alors évidemment, ça n'a pas fait très plaisir. Quel est votre sentiment à vous quand vous lisez cela et quand on vous rapporte ces propos? Bon, c'est du populisme. Pour moi, il n'y a pas d'enjeu là. C'est plus on va pouvoir avoir des dossiers techniques béton, justement des démonstrations fermes, plus on crédibilise les métiers de la chimie des plantes et de la même de l'herboristerie, de la thérapie par les plantes, etc. Il faut continuer à ce que la science vienne soutenir de tels les propos, en fait, les allégations qu'on souhaite faire sur les plantes. Il faut qu'il y ait de la science derrière, sans nier en fait l'utilisation traditionnelle qui est une preuve scientifique en soi. C'est comme avoir fait un essai clinique en fait pendant des années, voire des siècles, sur des populations avec des produits naturels. Donc en vrai, c'est vraiment comment on compile les données, comment on monte des dossiers de preuves, et puis de bien cadrer ça dans les normes et dans les cadres réglementaires requis. Mais en dehors de ça, faut pas s'occuper de tel voilà, ça reste du journalisme, on ne dira rien. Bref, et du coup, non, c'est plutôt ce qui nous intéresse, c'est de continuer à faire valoir la preuve scientifique et de continuer à faire savoir que oui, la nature a un réel pouvoir et de réelles propriétés qui nous sont utiles à notre bien-être. Et précisément sur votre site internet, on a vu que l'an dernier, vous avez publié chaque semaine une fiche sur une plante endémique de Guyane. Voilà. Est-ce que ça signifie qu'il y a la nécessité de se réapproprier ces savoirs peut-être un petit peu oubliés ? Tout à fait, c'est exactement ce qu'on constate, c'est qu'il y a une volonté réelle des populations à se réapproprier ces savoirs-là. Par contre, ils savent pas trop comment accéder à cette information. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est très digitalisé, l'information elle est rapide. Il faut accéder à de l'information facile, compilée, mais très bien sourcée également. Et c'est ce qu'on a décidé de faire à travers ces initiatives, de publier des fiches plantes qui sont vraiment qui sont des compilations de données scientifiques, mais qui rajoute aussi l'aspect traditionnel, parce que l'aspect traditionnel reste un guide de la recherche fondamentale. Quelle plante vous a le plus étonné, Mariana Royer, vous qui les compilez comme ça et qui les mettez à la disposition du public pour information? C'est une question qui est difficile parce qu'on est amoureux de chacune d'entre elles. Elles ont chacune leur identité, leur spécificité et leur petit trésor. Hein. Donc moi j'ai pas de préférence honnêtement. À chaque fois je suis surprise de la complexité de la composition chimique des plantes et aussi de leurs différentes parties, parce que finalement une plante elle est constituée, c'est un être en tant que tel, donc avec différentes parties qui ont différentes fonctions dans sa vie. Et chaque partie de la plante a un intérêt vraiment à dévoiler. Et on est tout le temps surpris parfois de ces grandes différences, par exemple entre une feuille et une branche, ou entre une feuille et une fleur, qui peuvent avoir deux applications totalement disparates, quoi. Tous les deux, vous travaillez justement sur les plantes, à essayer de chercher des substances qu'on ne connaît pas forcément. Jérôme Vulmin, est-ce que vous êtes à l'écoute de ces savoirs ancestraux pour peut-être essayer de les vérifier scientifiquement, ou bien est-ce que c'est juste une belle histoire un peu exotique qu'on va se raconter pour faire du marketing ? Oui, effectivement, on est très à l'écoute de tout ça, et ce qu'on essaye de faire actuellement en partenariat notamment avec un autre pharmacien de la Réunion, Claude Marondon, qui préside l'APLA Médom, c'est d'essayer justement de faire entrer un maximum de ces plantes qui sont connues, qui sont utilisées, qu'on achète sur les marchés locaux, etc., dans la pharmacopée française. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait à peu près 25 plantes qui sont inscrites actuellement. Le potentiel est énorme, hein. Il y a facilement le triple qu'on pourrait inscrire. Et ce qui est assez original, en fait, c'est qu'il a fallu travailler sur la réglementation il y a quelques années pour faire entrer ces 25 plantes, parce qu'on considérait qu'on ne pouvait pas faire entrer des plantes, des dom-toms, dans la pharmacopée française. Donc, oui, c'est très récent, ça date d'une dizaine d'années. Voilà, c'est exactement ça. Il a fallu gagner une bataille juridique avant de pouvoir avoir accès à ces listings de plantes qui sont reconnues comme efficaces et non toxiques.
Mariana Royer, racontez-nous un petit peu votre parcours. Il est vraiment intéressant. Vous avez fait des études et ensuite vous êtes partie aux États-Unis, puis au Canada. Ben oui, effectivement. Donc mon parcours a été vraiment porté par les arbres et l'amour des plantes finalement. Je suis tombée dans le bain en thèse en Guyane française et c'est à ce moment-là que j'ai découvert pendant mon doctorat cette technologie avancée des arbres en termes de métabolites secondaires. Donc c'est toutes ces petites molécules qui imprègnent la matrice du bois, qui ne sont pas essentielles à sa survie, mais qui sont son mécanisme de défense naturelle contre les agressions extérieures. Et en découvrant en fait que les arbres avaient cette résilience et cette résistance grâce à ces molécules-là, je suis vraiment devenue une passionnée de ce sujet. J'ai voulu en savoir plus. C'est de ce fait qu'après j'ai pu partir notamment dans les pays nord-américains et particulièrement au Canada, où j'ai découvert que cette ressource forestière et ces ressources agroforestières étaient utilisées d'une certaine façon par l'homme depuis des années, des siècles, surtout pour tout ce qui est industrie conventionnelle, bois d'œuvre et pâte et papier par exemple, et qui avait vraiment eu un délaissement à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire de tout ce qui est résiduel à cette transformation-là et qui est pourtant hyper riche en biomolécules qui ont un intérêt pour le bien-être de l'homme et pour son quotidien. Oui, c'est ça. Que ça soit pour sa santé, Vous dites, Mariana Royer, qu'on gaspille les arbres. Voilà, exactement. Clairement, c'est du gaspillage depuis des années où finalement les déchets d'une certaine industrie ont été considérés comme des déchets et donc traités en tant que tels. Alors que finalement, ces résidus-là ont démontré être parfois les plus concentrés en biomolécules actives, notamment dans les écorces. Au Québec, on a découvert que c'était l'écorce qui est finalement la peau de l'arbre, qui est son mécanisme, qui concentre en fait dans cette partie-là les molécules de défense naturelle, comme un système immunitaire finalement contre les agressions extérieures. Et donc, il concentre des molécules qui lui permettent de résister aux insectes, aux champignons, aux termites, etc. Et même au froid, dans les pays nordiques notamment. Et donc, en découvrant ça, on se dit, mais mon Dieu, ça fait des années que on enfouit ces déchets-là sous terre, ou est-ce qu'on les brûle à perte? Notamment en Guyane, on a brûlé à perte des déchets de scierie pendant des années, avant qu'on s'intéresse à la cogénération, finalement, à la biomasse énergie. Et au final, ces parties-là sont hyper riches en biomolécules qui pourraient être valorisées pour le bien-être de l'humain. Et vous parlez de la forêt d'une manière assez incroyable. Je vous entendais parler d'une société collaborative avec des arbres qui se parlent, qui sont dotés d'une extrême intelligence. Le bois, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un simple matériau. Beaucoup, beaucoup plus qu'un simple matériau, et pourtant ça a été vu par l'industrie comme ça pendant des siècles, je dirais. Et aujourd'hui, la science démontre effectivement que ces êtres-là sont beaucoup plus complexes que ce qu'on pensait, qu'ils collaborent, qu'ils forment des sociétés souterraines avec des connexions par les mycorhizes des champignons, qu'ils échangent des messages chimiques et aussi électrochimiques. Qu'ils ont une espèce de système de respiration. Non, il y a énormément de données qui sont ressorties ces dernières années et qui démontrent qu'on ne connaît que peut-être 10% de ce qu'est la technologie de l'arbre et dont on pourrait d'ailleurs être bio-inspiré, quoi. Jérôme Vuillemin, à La Réunion aussi, il y a un potentiel similaire avec la faune réunionnaise et notamment les arbres. Oui, il y a un très gros potentiel également. Alors au niveau des arbres, ça n'a pas été beaucoup étudié malheureusement. On a quelques espèces endémiques et d'autres exotiques. Mais je partage exactement l'avis de Mariana sur la question en fait. On ne connaît pas grand-chose encore, mais on connaît des essences d'arbres par exemple qui sont naturellement résistantes aux champignons ou aux termites, ce qui sous-entend qu'il y a forcément des molécules intéressantes dans ce matériau. Et surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est économie circulaire. Donc, on travaille beaucoup avec des entreprises, mais aussi avec des chercheurs, sur la valorisation des coproduits, notamment tout ce qui est production de café, de cacao, d'ananas. On peut très bien, une fois qu'on a récolté le café, qu'on l'a transformé,
utiliser les déchets et il y a Utiliser des les déchets très pour faire quoi, par exemple? Pour faire des formulations cosmétiques, par exemple. On sait que dans le café, il est utilisé chez plusieurs grandes marques et c'est pas anodin en fait. Nous, on a des cafés qui sont particuliers, notamment le Bourbon Pointu qui est très 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 réputé, notamment au Japon, etc. Donc on peut espérer trouver des molécules encore plus intéressantes que dans les cafés qui sont exploités actuellement en Afrique ou ailleurs, ou en Amérique du Sud. Et vous êtes le directeur de Calitropic, on l'a dit, c'est le seul pôle de compétitivité outre-mer. Quel est votre rôle, quelle est votre mission exactement? On a d'abord une mission de pilotage, d'animation de la filière de la bioéconomie sur les territoires domiens. Donc on s'intéresse à créer de la valeur ajoutée à partir de la ressource verte et bleue. On parle beaucoup de plantes, mais il y a aussi tout l'aspect marin, etc. qu'il ne faut pas négliger. Et la deuxième chose, c'est que on accompagne les projets innovants des entreprises. Donc l'année dernière, on a accompagné une 50aine de projets dans les différents domaines de la bioéconomie. Donc aussi bien tout ce qui concerne l'agriculture, l'agroalimentaire, que la chimie verte, donc qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Et aussi tout ce qui est matériaux, donc matériaux pour la construction, l'ameublement, etc. Mais aussi et surtout, gros défi à relever, tout ce qui est emballage, éco-emballage, vaisselle jetable, etc. Il nous faut des solutions pour limiter l'utilisation du plastique qui n'est pas biodégradable. Vous avez accompagné, vous dites, une 50aine d'entreprises l'an dernier, c'est ça? Quels sont les projets les plus innovants que vous ayez eu à connaître? Alors les projets les plus innovants, c'est difficile à dire, mais j'ai quelques exemples. On a pas mal de choses, notamment dans la valorisation des coproduits des pêcheries. On a pas mal d'armateurs ici qui pêchent au Kerguelen, dans les mers froides du sud. Et les poissons sont souvent levés sur le bateau, donc les peaux étaient jetées, etc. en mer. On s'intéresse de plus en plus à récupérer tous ces déchets pour en extraire des huiles qui peuvent être utilisées pour l'alimentation animale et humaine, bien sûr, et aussi d'autres molécules qui sont intéressantes pour d'autres industries. Et je vois que vous êtes Calitropic existe depuis une quinzaine d'années. Est-ce que vous avez vu le passage entre les discours qu'on a énumérés et les actes actuellement? Ça y est, on est passé... on a passé la vitesse supérieure maintenant que toutes les entreprises veulent se dire écolo. Oui, alors là on le voit énormément sur le territoire, que ce soit au niveau des plans régionaux, départementaux, etc. On est à 200% dans ces questions. Et puis on se rend compte en fait que vraiment par les success stories menés, pilotés par Calitropic et par d'autres, qu'il y a vraiment un intérêt économique. Et vous le voyez vous aussi dans les publicités pour les grandes firmes de cosmétiques par exemple ou de produits ménagers. Tout le monde veut du vert, du 100%, du 99,9% naturel, etc. Et on a besoin de piocher dans la biodiversité et notamment celle des Outre-mer qui a été peu étudiée, peu utilisée actuellement. Donc un gros potentiel sur nos territoires. Ouais. Est-ce que vous connaissez, de quelle manière vous travaillez entre vous, Mariana Royer? Est-ce que vous collaborez avec Jérôme Vulmain, par exemple, qui se trouve à La Réunion? Ah oui, tout à fait. Nous, on a rapidement pris... déjà, Jérôme avait pris contact avec nous. Nous, on a poursuivi les prises de contact avec des intervenants de La Réunion on est membre actif du réseau Calitropic. Alors, qu'est-ce que vous échangez entre vous? On réfléchit aux mêmes problématiques pour les Outre-mer. C'est effectivement ce que Jérôme vient de dire. Et c'est exactement ça. C'est que ça a été très sous-valorisé. Le potentiel que les Outre-mer avaient en termes d'apport de solutions et d'alternatives naturelles et vertes pour les industries. Et aujourd'hui, on est confronté aux mêmes problématiques de structuration de l'approvisionnement local, de structuration de l'industrialisation, de mettre en place des technologies industrielles sur place, de développer l'expertise locale, de créer des écosystèmes. Ce sont des réflexions que nous, on mène en Guyane et que Calitropic a une vision globale sur La Réunion. Et est-ce qu'il y a des multinationales qui viennent prospecter à La Réunion, en Guyane, ou qui sont intéressées, qui veulent chercher des nouvelles substances, des nouveaux produits, des nouveaux goûts? Oui, effectivement, on a des grands de la cosmétique, de la pharmaceutique qui prospectent régulièrement. Et chez Calitropic, on a un gros adhérent qui nous a rejoint l'année dernière.
C'est la société CEPIC, Air Liquide, qui travaille avec nous justement sur le potentiel de la biodiversité locale pour différentes applications, tout en ayant un esprit très préservation de la biodiversité, économie circulaire, etc. Et puis on a en majorité de petites entreprises, de porteurs de projets locaux qu'il ne faut pas oublier parce que ce sont ces startups qui travaillent sur le terrain tous les jours et qui aussi participent à une meilleure valorisation en fait des territoires au sens large de fait de leur engagement sur ces nouvelles filières. Est-ce que vous auriez des exemples de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts, de nouveaux produits qu'on pourra à l'avenir trouver dans nos étals qui pourraient apparaître, qui pourraient naître de la biodiversité d'outre-mer, de la Réunion par exemple? Alors à la Réunion déjà il y a des choses assez originales. On a par exemple pas mal de travaux sur les farines sans gluten. Donc il faut savoir que nous on consomme depuis toujours en fait des racines de différents végétaux, comme par exemple les patates douces, les maniocs, etc. Et puis d'autres un peu moins connus comme le conflore par exemple, sont des végétaux qui sont un peu oubliés et on travaille beaucoup actuellement à essayer d'en faire des farines pour les personnes qui sont intolérantes au gluten. Et c'est très à la mode tout ça. On peut citer aussi le moringa par exemple. Alors nous on appelle ça des bread murung. C'est quelque chose qu'on mange depuis toujours. On en trouve au bord des routes, etc. C'est presque délaissé. Et quand je vais à Paris, je vois dans vos pharmacies, on peut acheter des petits sachets de 50 grammes de feuilles de murung séchées, etc., etc. Donc c'est assez rigolo de voir que notre alimentation quotidienne devient. Nous on les mange comme ça, le gingembre, le curcuma, le poivre, toutes ces choses-là, la noix de muscade, c'est des choses qu'on mange quotidiennement en fait. Donc on se rend pas compte que finalement on guérit, on se fait du bien en consommant ces produits locaux. J'ai effectivement regardé la fiche du moringa sur votre site internet Mariana Royer et j'ai remarqué qu'effectivement tout est bon dans le moringa, c'est-à-dire les feuilles, les graines, la tige, c'est ça? Oui, c'est impressionnant. Oui, tout est bon et la richesse en molécules est énorme. Oui. Alors, c'est spécifiquement ce genre d'espèces-là ont un énorme potentiel. Alors je reviens Mariana Royer sur votre parcours parce que vous êtes une jeune chimiste quand même et vous avez créé une entreprise au Canada, c'est ça? Une entreprise qui a été rachetée par des Américains. Pourquoi avoir fait le choix aujourd'hui de revenir en Guyane et de ne pas continuer votre parcours au Canada ou à l'international? Eh bien, en fait, parce que j'ai l'amour de mon territoire, de ma terre natale, c'est une chose qui est certaine. Et en plus, le potentiel de la Guyane est très important en termes de biodiversité et de potentiel de développement économique lié à cette biodiversité et qui pourrait avoir une portée internationale. Donc je quitte pas trop l'international au final parce que mon objectif c'est quand même de faire voir la Guyane comme un leader international sur cette filière qui est la filière des matières premières naturelles. Et ça va encore plus loin. Donc je veux juste ça va encore plus loin, j'ai envie de vous dire parce que j'ai lu aussi que vous avez envie en tout cas de permettre à la Guyane de se développer économiquement. Ah oui, totalement. Moi, je suis revenue avec cet objectif en tête. Je pense à ma jeunesse, je pense à la jeunesse guyanaise. On a une population très jeune qui a un énorme problème de chômage et qui pourrait trouver une grande perspective dans ce genre de filière-là pour se développer et puis permettre d'ancrer notre jeunesse sur le territoire, la rendre experte de certaines filières. Et au final, clairement, on a ce projet d'Amazon Active Valley, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui a été sélectionné par... ça a été sélectionné par le plan de relance français. Et effectivement, nous, l'Amazon Active Valley, c'est l'industrialisation de ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire de tout ce qui est éco-extraction du végétal, de tout ce qui est bioressources guyanaises, donc extraire les principes actifs, les biomolécules finalement de différentes bioressources ciblées de la Guyane française pour les faire connaître sur des marchés d'application à l'international. Donc Amazon Active Valley sera une plateforme technologique industrielle de démonstration de notre expertise en termes de bioressources amazoniennes françaises, mais ce sera aussi donc une espèce de Silicon Valley du produit naturel qui vise à en fait créer une synergie entre
la partie recherche appliquée sur les bioressources, l'industrialisation des procédés, donc la transformation localement, l'agriculture et tout ce qui est technique culturelle, ancestrale et biologique et leur reconnaissance. Et puis aussi l'académie, c'est-à-dire vraiment l'insertion des jeunes sur les filières spécifiques aux bioressources. Donc on voit vraiment la structuration d'une filière qui est en train de se mettre en place, c'est bien ça? Totalement. Et c'est ce qu'il faut complètement pousser pour viabiliser, nous, notre approche et puis faire en sorte qu'on puisse rayonner à l'international. Eh bien, je vous propose d'écouter un extrait. C'était Emmanuel Macron qui était venu en Guyane en octobre 2017. Un discours prononcé à la préfecture de Cayenne. Il avait fait son grand discours consacré aux Outre-mer pour le développement économique de la Guyane et il parlait d'aider à structurer des filières et en particulier, en Guyane, la filière du bois. La filière bois doit se développer là où on importe trop de bois pour nombre de nos activités économiques alors qu'il y a tout sur place. Cette filière est à structurer par une action de l'État, simplification réglementaire, accompagnement financier. Il en est de même pour la biomasse, qui est une façon pertinente d'utiliser nos ressources sur le territoire guyanais. Mais de les utiliser de manière intelligente en allant plus vite. Là où il faut 4 ans aujourd'hui pour mener à bien un projet de biomasse, ce qui rend impopulaires les fonctionnaires qui ont à instruire ces dossiers, mais ils le font de manière consciencieuse. Nous devons simplifier les règles pour avoir un certificat unique, une procédure accélérée qui permette d'être à l'échelle du territoire. Emmanuel Macron qui dit que la filière bois est à structurer, une action qui doit être portée par l'État. Mariana Royer, 4 ans après, où en sommes-nous ? Bon, 4 ans après, les choses avancent. Oui, bah après c'est effectivement c'est de la stratégie politique. Bon, mais derrière, oui, on voit que les choses bougent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça avance tout doucement, c'est ça? Oui, ça avance encore trop lentement, je pense, à mon sens. Mais aussi, il faut que l'État soit vraiment aux aguets de toutes les potentialités autour de la ressource. C'est ça qui est très important pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a vraiment une stratégie biomasse-énergie, comme quand il parle de biomasse, et que toute la biomasse, aujourd'hui, elle est orientée vers les centrales de cogénération. Alors que si vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début d'interview, la biomasse contient énormément en biomolécules. Donc il faut que l'État se rappelle qu'il faut vraiment avoir une stratégie multifonctionnelle qui permette de potentialiser la ressource, pas de l'orienter sur une seule voie économique, mais de vraiment diversifier les voies économiques, les complémentariser sur la chaîne de valeur, faire en sorte qu'on soit une vraie chaîne de valeur qui augmente au fur et à mesure la valeur de cette ressource-là pour la maximiser. C'est-à-dire que lorsqu'on a coupé un arbre, on se doit, nous humains, de respecter ça et de faire en sorte que cet arbre soit valorisé à son maximum de potentiel. Qu'on en sorte du bois d'œuvre, qu'on en sorte des coproduits dont on peut extraire des biomolécules et qu'ensuite on puisse brûler peut-être le reste ou composter le reste, mais qu'on puisse produire de l'énergie verte qui retourne sur la chaîne de valeur pour pouvoir faire fonctionner les machines, par exemple. Et l'État n'a pas encore compris tous les potentiels des arbres alors? Alors, je pense que effectivement, il y a encore un travail d'information, d'échange avec les. Ils sont très ouverts. Par contre, c'est pas un problème. C'est qu'il faut continuer nous à échanger, à informer et à rappeler ça et faire en sorte qu'il n'y ait pas de stratégie unique qui finalement sous-estime encore la valeur de cette ressource-là. Jérôme Vulmin, à La Réunion, est-ce que vous partagez également l'analyse de Mariana Royer? Est-ce que l'État est suffisamment aux aguets de toutes les stratégies? Oui, l'État est quand même très présent. On a beaucoup d'appels à projets de manière générale. Et ce qu'on voit de très intéressant depuis quelques années, voire même depuis 2 ans, c'est qu'on a des aides financières pour les entreprises qui développent des activités économiques sur le territoire avec un bonus quand le développement se fait à La Réunion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne partagez pas l'avis de Mariana Royer? Pour vous, l'État fait suffisamment à La Réunion? Oui, on peut toujours dire que c'est jamais assez vite, c'est jamais suffisant, etc. Mais je trouve quand même qu'on a de la chance d'avoir pas mal de lignes financières, que ce soit au niveau de l'État, mais aussi au niveau de l'Europe. On a quand même les fonds FEDER, FEADER, Interreg, etc. qui nous aident beaucoup.
Souvent, nous, ce qui nous manque aussi, c'est des porteurs de projets, des entrepreneurs, des financeurs privés aussi, parce qu'on peut pas compter que sur l'argent public pour ce genre de développement. Voilà. Et ça, c'est important. C'est quand même au secteur privé, de prendre la suite maintenant, d'être convaincu qu'il y a un marché à prendre. Mariana Royer, on vous entend réagir. Oui, en fait, c'est exactement ça. Enfin, moi, je suis en accord avec Jérôme. Je pense qu'on dit pas le contraire. C'est-à-dire que quand je dis que ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une véritable volonté politique de s'intéresser à ce qu'on fait. Mais effectivement, comme il dit, elle y est quelque part parce qu'ils font les appels à projets. Maintenant, c'est à nous derrière les privés de faire valoir ces stratégies-là pour que eux ils intègrent ça dans leur programme. C'est vraiment cet échange-là et qu'il faut qu'on soit audacieux en fait dans nos projets et qu'on démontre leur potentiel et leur viabilité économique, parce que ce que derrière l'État veut, c'est qu'on crée de l'emploi, c'est qu'il y ait vraiment une retombée économique pour le territoire, pour la France, pour l'Europe. Et donc on a ce potentiel, nous en Outre-mer, d'avoir une telle portée. Donc c'est à nous, effectivement, privés, de se réunir, de se fédérer et d'agir dans le même sens pour démontrer la viabilité de nos approches, en fait. Alors, Biostratège Guyane, justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez créé de l'emploi? Est-ce que votre ambition se concrétise? Totalement. En fait, pour l'instant, nous, les indicateurs sont verts. On est en relation énormément avec les institutions gouvernementales locales et aussi l'État qui nous supportent, en fait, pour l'instant, en tout cas, qui sont derrière nous derrière le projet pour qu'il avance. Aujourd'hui, le laboratoire a fait 2 ans d'incubation dans une pépinière de la CTG, donc une antenne de la collectivité territoriale de Guyane qui est Guyane Développement Innovation. Cette incubation nous a permis de développer nos projets recherche et développement, de commencer à développer nos produits, de mettre en place notre offre de services globale et d'engager déjà du personnel hautement qualifié, principalement des scientifiques guyanais. Alors, votre entreprise emploie combien de personnes? Actuellement, on emploie 7 personnes. Sur la deuxième phase qu'on entame en ce moment, qui est donc la montée à l'échelle industrielle, on va engager 7 personnes de plus. Et à l'échelle finale industrielle, on sera sur 35 personnes directes et 150 emplois indirects. Donc, on aura un véritable impact local, avec en plus un impact sur la structuration des filières agricoles et forestières. Quels sont les produits aujourd'hui? On vous avait parlé des arbres, mais concrètement, qu'est-ce que vous développez et qui vient de la Guyane? Alors, on a 4 lignes de développement, donc de projets internes. On a un projet qui est déjà sur le marché, qui est en train de se développer, avec qui d'ailleurs on a échangé avec Jérôme pour étendre le projet. C'est le projet Guyane Immunité, qui concerne les plantes médicinales locales qu'on a mis en valeur dans des coffrets de tisanerie récréative pour l'instant. Et cette tisanerie vise à devenir des tisanes médicinales, voire ensuite des produits dérivés à partir de principes actifs de ces plantes-là qui pourraient être, par exemple, encapsulés dans des compléments alimentaires ou sous forme de solutions, de sirop, etc., de différentes posologies. Donc, on commence par la tisanerie, ce qui nous a permis de mettre en place une chaîne de transformation des plantes médicinales de Guyane et de structurer déjà l'approvisionnement avec ces plantes-là, donc de stimuler la culture de ces plantes-là en Guyane. Donc là, on est au démarrage, ça fait 7 mois de projet. On a déjà sorti le coffret et on est déjà sur la phase 2, donc vraiment développer les molécules à partir de ces plantes-là. On a ça, on a un projet sur les colorants naturels pour la cosmétique, à partir de différents fruits de Guyane, comme le wassaï, la wara, qui est un fruit emblématique de palmier de Guyane. Le wassaï qu'on connaît à l'international sous le nom de assaï et qui fait fureur à l'international et pour lequel, en fait, en Guyane, on a un réel potentiel en approvisionnement et en qualité surtout de ce qu'on peut en obtenir. Donc ça, sur la cosmétique, on a des colorants. On travaille aussi sur un projet qui s'appelle Ecophyto Guyane, on rappelle au plan Ecophyto européen, qui vise à transformer l'agriculture vers une agriculture biologique. Et nous, ce qu'on fait dans ce projet-là, Ecophyto, c'est d'essayer de valoriser les connexes de l'industrie forestière, donc les arbres qui ont cette hyper résistance contre les ravageurs extérieurs, essayer de transférer ces défenses naturelles-là sur l'agriculture biologique pour aider d'autres petites plantes à se développer grâce aux défenses des arbres.
donc avec des produits de biocontrôle mais naturels finalement. Et puis le dernier projet, c'est le projet Nutramazonie, qui est un projet majeur où là on va sortir des produits nutraceutiques, donc tout ce qui est ingrédients actifs pour être transformés en compléments alimentaires, en boissons fonctionnelles, et notamment on a un projet pour des boissons pour des sportifs à partir de principes actifs issus des fruits de Guyane. Et tous ces produits, Mariana Royer, et excusez peut-être que je pose une question, une question candide, ces produits seront vendus de quelle manière? Seront vendus par quel intermédiaire? Alors nous, on est sur les matières premières, c'est-à-dire qu'on développe les principes actifs. Donc généralement, on est en business to business. Donc en fait, on s'adresse aux fabricants de produits finis, comme vous avez cité les cosmétiques. Bon, je sais pas moi, vous connaissez des grandes marques cosmétiques que je vais pas citer à l'antenne, mais qui pourraient être des acheteurs en fait de nos matières premières pour les intégrer dans leur formule de produits finis. Qui pourrait, ça veut dire que est-ce que les contacts sont pris? Vous dites qu'il pourrait, ça reste du conditionnel? Non, on a vraiment déjà signé plusieurs groupes qui sont intéressés, qui cherchent à se sourcer en Guyane et qui sont très très intéressés à nous accompagner même dans notre développement, et qui travaillent avec nous déjà sur des projets de recherche et développement sur mesure. Donc ça veut dire qu'on développe pour eux des ingrédients actifs sur mesure à partir de ressources guyanaises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très ouverts à ce que l'expertise se développe localement. Nous, c'est une condition sine qua non. Ça veut dire que lorsqu'on travaille avec eux, on les avertit que nous, on n'envoie pas de plantes brutes à l'extérieur. Ce qu'on veut, c'est développer notre savoir-faire en Guyane et être accompagné par eux pour comprendre ce qu'ils cherchent comme requis en termes d'application sur le marché. Donc, on développe l'ingrédient en fonction de ce que eux recherchent à faire dans leur formule de produits finis pour atteindre un certain marché. Mais vu depuis Paris, quand on parle de la Guyane, on entend beaucoup parler des mines d'or, de la montagne d'or, un petit peu du pétrole. Vous arrivez quand même à vous faire une place parmi ces intérêts qui ont l'air colossaux? Vous arrivez à vous faire entendre des pouvoirs publics? Totalement, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on discute avec les pouvoirs publics. Moi, j'avais commencé déjà à vraiment informer sur ces approches-là depuis l'expérience au Québec, donc depuis 2013. Donc ça fait quand même déjà un petit bout qu'on échange avec les pouvoirs publics. Donc maintenant, je pense qu'ils sont très au fait, ils ont très bien compris le potentiel. L'État derrière, sur le plan de relance, est complètement axé sur ça aussi. Donc au final, on est on est dans une vraie démarche. Et oui, on a un poids aujourd'hui face à d'autres industries comme l'or et le pétrole. D'ailleurs, la montagne d'or, effectivement, ça a été un gros sujet. Donc nous, on vient vraiment comme la filière de la biodiversité qui vient soutenir une complémentarité en termes de retombées économiques pour le territoire de Guyane. En plus, on est sur une ressource renouvelable, ce qui n'est pas le cas sur les autres industries. Donc c'est vraiment ça que je pense qui est conscientisé de plus en plus par les politiques, et c'est très bien parce qu'on voit que ça bouge à ce niveau-là. Oui. Donc on arrive, oui, à se faire une place. Jérôme Vuillemin, à La Réunion également, vous vous focalisez, on l'a compris, sur cette ressource renouvelable. Calitropique à La Réunion, vous êtes très ambitieux parce que moi j'ai lu par exemple que vous voulez être en tout cas une référence régionale mais également mondiale. Oui, c'est ambitieux, mais on a des compétences sur nos territoires, on a une belle équipe, des experts dans les domaines de la bioéconomie, et on s'intéresse à accompagner nos entreprises. Je vais notamment évoquer un projet qu'on a déposé là au titre du plan Innovation Outre-mer, qui consiste à travailler sur deux choses. La première, c'est tout ce qui concerne l'agriculture urbaine. On est sur un territoire restreint, très habité, avec des montagnes, avec un parc naturel, etc. On se doit de trouver des alternatives à l'agriculture traditionnelle. Donc on aimerait avoir un lieu pour étudier les différentes possibilités d'agriculture urbaine. Donc production de végétaux, d'insectes pour les humains, mais aussi pour les animaux, production de crustacés, etc., dans des bâtiments, dans des sous-sols, dans des serres, etc. Pour remplacer les pesticides, c'est ça? Ça limiterait aussi. Si on cultive dans un milieu qui est fermé ou pseudo-fermé, on peut limiter l'arrivée des insectes, etc. Et puis autre chose, ça serait d'avoir des outils de transformation industrielle mutualisés, pour justement, ce que disait Mariana, on ne veut pas nous non plus vendre de la matière verte, ça n'a pas de sens que de vendre des feuilles, des branches, etc.
On aimerait faire une première transformation locale. Les fèves de cacao, par exemple, actuellement, elles sont vendues telles quelles. Elles sont simplement maturées, séchées, et puis on les envoie, elles sont transformées en chocolat en métropole. On aimerait les transformer localement et vendre un chocolat de couverture et non plus des fèves. L'intérêt de nos activités, c'est vraiment de créer de la valeur ajoutée, des emplois, de participer au développement du territoire et aussi de co-participer au développement des territoires qui sont autour de nous, parce qu'on travaille beaucoup avec l'île Maurice, avec les Seychelles, avec Madagascar, les Comores, etc., qui partagent une grande partie de notre histoire et qui ont une végétation semblable. Et vous avez également 4 partenariats internationaux avec l'Afrique du Sud, la Chine, la Belgique notamment. Pourquoi faire ? Alors, je vais vous donner par exemple l'exemple de la Belgique. La Belgique, pour nous, c'est avoir un pied dans les instances de normalisation. Donc, moi-même, je suis expert en normalisation dans le domaine du bois et de sa durabilité. Donc, le but étant de défendre les intérêts des entreprises européennes et aussi celles des DOM, dans le sens à ce que toutes les normes doivent être utilisables sur tout le territoire européen. Donc il faut tenir compte des agents de dégradation qui sont présents localement, des méthodes de travail, des modèles économiques, etc. et ne pas subir les normes qui sortent régulièrement. Jérôme Vuillemin, vous êtes directeur d'un pôle de compétitivité, mais c'est quoi en réalité un pôle de compétitivité ? Ça sert à quoi ? Alors un pôle de compétitivité, ça a été mis en place sous le gouvernement Sarkozy en 2005 pour réindustrialiser la France, pour gagner en compétitivité par l'innovation. Donc on met en relation le milieu de la recherche, le milieu de la formation et bien sûr les entreprises, et on participe ainsi au développement de leurs projets innovants, en partant du principe que sur le tissu économique local, on a beaucoup de TPE, de PME qui n'ont pas les moyens d'avoir un ingénieur, un service développement, etc. en interne. Et donc, on leur met à disposition un certain nombre d'ingénieurs, de docteurs, etc. en fonction de leurs besoins, et sans qu'il y ait un engagement d'embaucher quelqu'un sur 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et donc, ça permet comme ça de voir sur le territoire un certain nombre de projets se développer et se concrétiser surtout. Le mercredi 23 octobre 2019, il y a eu ce sommet intéressant à La Réunion, Choose La Réunion. Pour l'occasion, Emmanuel Macron, qu'on a écouté tout à l'heure, a réaffirmé la place de La Réunion au cœur de l'axe Indo-Pacifique. Jérôme Vuillemin, est-ce que vous vous inscrivez dans cette stratégie ? Oui, totalement. Comme je vous disais, on travaille beaucoup avec les pays de la zone et on travaille aussi avec les pays d'Afrique du Sud et d'Afrique de l'Est, du Sud-Est. Pourquoi ? Pour partager déjà nos atouts et nos contraintes et aussi exporter du savoir-faire, des produits, des matériaux, etc. Alors ça marche beaucoup pour l'instant pour tout ce qui est service. Les bureaux d'études, ingénierie, etc. travaillent beaucoup sur ces territoires et on aimerait à terme peut-être déjà exporter la production réunionnaise vers des zones Seychelles, Maldives, etc. où il y a tous ces grands hôtels, il y a toute la place pour ces produits de très grande qualité. Et dans d'autres secteurs comme celle des ingrédients, peut-être, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas, aboutir peut-être à une marque ou à un label régional qui garantit de la traçabilité, de l'efficacité, etc. de ces produits. Restons à La Réunion en musique, puisque c'est une tradition dans cette émission. On demande à chacun de nos invités de nous faire la programmation musicale. Jérôme Vuillemin, vous avez choisi une chanson d'Alan Peters, Resla Mailoya. On écoute, on en parle juste après.
Alain Peters, Resla Maloya. Jérôme Vulmain, pourquoi ce choix musical? Alors j'ai choisi cet extrait en fait parce que le Maloya c'est la musique traditionnelle locale, donc Resla Maloya ça sous-entend il faut garder le Maloya dans notre culture, dans nos habitudes, etc. Et je trouvais que ça avait du sens par rapport au fait que on essaye de valoriser les plantes médicinales, etc. qu'on connaît depuis longtemps. Et ça laisse entendre qu'il faut pas oublier son passé, il faut pas oublier son histoire et que on peut participer, avoir un développement économique à partir de l'histoire, de nos connaissances historiques, de nos peuples, etc. Et étant moi-même métissé, domien, issu des îles, ça me parle particulièrement. On parle de nature, d'exploitation de la ressource sans la piller. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe tout de même? Vous êtes des chefs d'entreprise, l'idée c'est de faire du profit, de gagner de l'argent. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec la fragile biodiversité à préserver? Où est-ce qu'on fixe la limite? Mariana Royer. Oui, non, mais effectivement, non, c'est une valeur intrinsèque à notre entreprise, c'est de toujours travailler sur des chaînes qui ont l'économie circulaire ou le côté zéro déchet, ou justement et effectivement l'aspect écologique de la collecte de la ressource. Donc on a des chartes d'éco-responsabilité au niveau de l'approvisionnement, en plus des chartes de traçabilité et de qualité de cet approvisionnement. Donc nous, on a 3 chartes qu'on met en place au départ, qui sont donc l'éco-responsabilité, ça veut dire on s'assure dans les méthodes de collecte qu'il y a vraiment un renouvellement de la ressource qui est intégré à cette méthode de collecte. Et donc une préservation de la croissance de la ressource et de son potentiel de renouvellement finalement. C'est-à-dire que vous êtes là pour faire du business, mais vous n'irez pas plus loin, vous arrêterez à temps, c'est ça? En fait, nous, on peut pas faire du business périn si on n'a pas une ressource qui est renouvelée, qui est renouvelable. Et donc, il faut vraiment y faire attention on m'a toujours dit qu'il faut penser sur cette génération. Donc on essaye de développer des chaînes qui sont basées sur ce genre de concept-là, où on s'assure que sur cette génération, on va préserver cette ressource-là, pour que justement ça pérennise notre activité sur le territoire. Vous savez bien que souvent les populations locales, elles étaient un petit peu déçues, voire en colère quand les multinationales venaient chez elles, notamment en Guyane ou ailleurs, en Nouvelle-Calédonie également, et qu'elles prenaient des plantes, en tiraient les molécules et en faisaient des médicaments qu'elles s'appropriaient. Est-ce que vous fixez des limites? Est-ce que vous avez une information vis-à-vis des populations autochtones, Mariana Royer? Oui, alors effectivement, nous on travaille pas en direct avec les populations autochtones. On part de la documentation disponible pour faire de la recherche vraiment appliquée et de l'innovation technologique. Donc on travaille pas à partir des remèdes autochtones. Ça reste que c'est un guide pour nous, c'est-à-dire que toute la documentation qui existe sur les utilisations traditionnelles sont un véritable guide pour notre recherche, et on se base sur ces données-là pour pouvoir nous développer de l'innovation. Vous travaillez sur la base de plantes qui font partie du pays et qui donc appartiennent d'une certaine façon aux populations autochtones. À tous en fait, pas qu'aux populations autochtones, ça appartient à la planète. Et les plantes appartiennent à tous. Donc nous, on peut pas breveter une plante. Par contre, ce qu'on peut breveter, c'est vraiment la technologie d'extraction d'une certaine molécule et son application. Parce que ça reste de l'innovation. C'est vraiment là où nous, on vient avec la science développer de nouvelles technologies qui permettent d'aller chercher des composés particuliers de la plante et de valoriser des procédés de transformation de cette plante-là et leur application dans des produits finis. Donc c'est ce qu'on va aller développer, c'est les mécanismes d'action, c'est ce qu'on va les protéger potentiellement pour l'entreprise en termes de recherche. C'est vraiment tout ce qui est découverte au niveau des applications, des mécanismes d'action biologique, un peu comme ce que Dr Henri Joseph a fait sur la découverte d'un nouveau mécanisme biologique d'un certain extrait d'une plante donnée. Jérôme Vulmain, vous, comment est-ce que vous sortez de cette contradiction apparente entre profit et nature? Alors nous, c'est assez simple en fait. On ne travaille pas sur les végétaux qu'on ne peut pas multiplier nous-mêmes en fait. Donc quand on nous demande un travail sur une plante endémique, on s'assure de la connaissance de l'itinéraire technique, donc à savoir est-ce qu'on peut planter, récolter, etc. le végétal, et on se refuse de travailler sur les végétaux qu'on ne pourrait prélever que dans les milieux naturels.
Pourquoi ? Parce que déjà on a un territoire restreint par rapport à celui de la Guyane, donc la préservation se joue à une échelle beaucoup plus petite. Et puis c'est un principe qu'on a de faire travailler nos partenaires sur la mise en place d'itinéraires techniques. Et autre chose, en fait, la France est signataire du protocole de Nagoya, donc ce qui sous-entend que dans l'exploitation des végétaux, et même des animaux qui sont déjà connus par les populations, il faut qu'il y ait un retour à ces populations. Et on s'intéresse vraiment à communiquer sur ce protocole et à travailler en bonne concordance avec les dispositions qui y sont inscrites. Oui, Mariana Royer, c'est ça aussi. Vous êtes dans la même mouvance, ça veut dire que votre business, entre guillemets, doit profiter au pays. Tout à fait. Et effectivement, c'est ce concept de chaîne de valeur dont on parle, c'est ce partage des avantages dont Jérôme parle au niveau du protocole de Nagoya. Par nos activités, il se fait automatiquement parce que nous, ce qu'on pousse à faire, c'est de la mise en culture de plantes ciblées qui ont une viabilité économique pour le territoire. C'est exactement ce que Jérôme mentionne sur la Réunion. Et c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire, nous, on évite tout ce qui est collecte sauvage parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on va réussir à structurer notre filière de façon pérenne. Donc, on va plutôt travailler avec les agriculteurs, les coopératives agricoles pour connaître les techniques culturales et les mettre en place, stimuler l'agriculture aussi, surtout biologique, et puis en association de culture, on évite la monoculture, etc. Donc on est vraiment dans les nouvelles tendances de l'agriculture biologique et pérenne et durable. Et ensuite, c'est vraiment tout ce qui est partage des avantages se reflète même dans la façon dont on travaille, puisque on va acheter la matière première, ensuite on va la valoriser, etc. Il y a quelqu'un derrière nous qui va nous acheter l'ingrédient. Donc c'est vraiment des chaînes de valeur et qui donc répartit la valeur sur l'ensemble de la chaîne, de la ressource jusqu'au marché. Alors Mariana Royer, on va écouter votre choix musical. Vous avez choisi Lovadja, La Guyane Belle. Mon pays gen bel côté qui te peut visiter, ka mette to aïe. Sans même te besoin fille, mais mon ka blindé to, que roule tes 3 coups en main. Et si to est pas satisfait, mon que mène to, pour un bon coup de cachiri. Côté mon compatriote, indien to, que pe ouais qui monnie ça trop bien. La Guyane to, belle petit côté, dans l'Amazonie. Même si il dit c'est la jungle, ça fait comme mucho, tout ça mon paradis. La Guyane, to belle petit côté, dans l'Amazonie. Même si il dit c'est la jungle, tout ça mon paradis. On n'est pas les petits belles petits côtés qui l'autocalent, tout au coca livré. C'est le choix de Mariana Royer. Mariana, pourquoi cette chanson ? Effectivement, déjà, forcément, ça parle de la beauté de la Guyane amazonienne, donc seul territoire d'Amazonie française et d'Europe, on le rappelle. Et effectivement, l'artiste met en avant les amers qu'on boit, qui sont des plantes médicinales qui renforcent le système immunitaire. On parle du kouachi, notamment dans les amers qui ont été beaucoup mis en avant pendant la période Covid et qui sont encore au goût du jour. Le kachiri des Amérindiens, donc la présence de ces peuples autochtones qu'on fréquente, avec lesquels on est en totale symbiose sur le territoire et qui font partie de notre ADN. Donc voilà, je pense que c'est ça la Guyane, c'est une melting pot incroyable de communautés qui ont des savoirs traditionnels très puissants et qui sont directement liés à la nature ambiante et assez unique qui est l'Amazonie française. Alors pour boucler la boucle de cette émission, on parlait en tout début d'émission de cette fameuse vitrine des Outre-mer qui pourrait se remplir petit à petit. Ça y est, donc on peut le dire, ça se concrétise. Vous êtes en voie de combler cette vitrine du développement durable que peuvent être les Outre-mer, Jérôme Villemain. On fait tout pour, en tout cas. On a de plus en plus de nouveaux produits, de nouveaux matériaux qui arrivent sur les marchés. Et on aimerait au maximum exporter tout ça, notamment vers la métropole, vers l'Europe, voire ailleurs. Il y a quelques produits un peu mythiques. Il suffit de citer les rhums de tous les départements ultramarins qui sont vendus un peu partout, qui ont connu un beau succès. Il est peut-être temps d'aller un peu plus loin avec des choses un peu plus high-tech, etc. Et puis voilà, en tout cas, nous, on a une centaine d'adhérents, comme je vous disais, une cinquantaine de projets sur lesquels on travaille tous les ans.
Il y a des nouveaux produits, etc., qui sortent tous les ans. Et puis là, on s'équipe d'un nouveau service au sein de Calitropic, justement, dans tout ce qui est marketing, commercialisation, communication, pour aider aussi nos entreprises à mieux vendre leurs produits au niveau international. Mariana Royer, cette fameuse vitrine, elle se remplit, elle s'embellit du côté de la Guyane également, et elle est prometteuse? Tout à fait, les indicateurs sont verts, on est hyper actifs sur le territoire et avec Amazon Active Valley, ce projet auquel on tient dur comme fer, il faut que ça se fasse et effectivement ça va être une vitrine internationale et de la même façon c'est de sortir des produits, d'avoir un marketing hyper professionnel, d'être dans les plus hauts standards de la qualité normative aussi, européenne, française et voilà, s'ouvrir toutes les portes parce qu'on a tous les atouts pour. Et on n'oublie pas, Mariana Royer, que vous avez envie de participer à promouvoir l'économie de votre pays et que vous voulez créer de l'emploi. On vous suivra de très près pour cela. Vous avez d'autant plus plusieurs casquettes, plusieurs cordes à votre arc, Mariana Royer, puisque vous êtes également chanteuse. C'est quoi votre nom de scène? C'est Diana. Diana, voilà, c'est mon... c'est ça. C'est mon petit, ouais. Et vous avez sorti un titre notamment qui s'appelle My Lova. On va écouter un petit extrait. C'est gentil. Voilà, ça c'est le passe-temps de Mariana Royer. Son nom de scène, c'est Diana, c'est ça? Et quand est-ce que vous avez le temps de chanter? Oh, très tard la nuit. Non, on trouve toujours le temps de chanter et c'est un très bel équilibre de vie et qui fait rencontrer aussi d'autres personnes qui ouvrent des réseaux improbables et qui m'a fait quand même voyager sur le Québec avec les festivals, avec ouais, vraiment faire des rencontres extraordinaires sur des scènes assez éclectiques, voilà. Donc, vous nous cachez pas une passion pour la chanson également, Jérôme Vulmain? Ah non, pas du tout. Malheureusement, je pourrais chanter, mais il y aurait pas beaucoup d'auditeurs, je pense. Bon, en tout cas, nous avons été ravis de vous avoir tous les deux pour cette émission finalement. Parfait, qui est une émission positive avec des projets, avec des envies. Vous représentez tous les deux, en tout cas, l'outre-mer qui avance. Merci d'avoir été dans cette émission. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci Jérôme. Merci, bye bye. Merci, à très bientôt. Bye bye.